Donc avant de commencer, quelques informations sur le déroulement du webinaire. Il y a déjà un certain nombre de questions qui ont été déposées lors des inscriptions de certains d'entre vous. Il est possible que le contenu de l'intervention réponde à une partie de celle-ci. Par contre, certaines ne pourront pas être abordées de par le thème de ce jour. Sinon, vous avez la possibilité d'utiliser Q et R, questions et réponses, en bas de votre écran, afin de poser les questions que vous souhaitez. L'onglet Discussion vous permet d'échanger avec tous les participants et le webinaire sera enregistré et mis ultérieurement sur le site du CREPSI, ce qui vous permettra de le visionner ou de le revoir si vous n'avez pas pu y assister ou seulement de manière partielle. Maintenant, nous allons pouvoir entrer dans le vif du sujet. Donc, au nom de toute l'équipe du CREPSI, nous vous souhaitons la bienvenue et nous vous remercions de votre intérêt pour les différentes actions menées par le CREPSI, dont le webinaire de ce jour intitulé « Schizophrénie, échangeons pour un autre regard ». En ce sens, messieurs Nicolas Dessau et Éric Kieffer, vous êtes tous les deux personnes concernées et vous nous proposez de partager votre vécu et expérience sur le thème de stigmatisation. Et après l'exposé, vous êtes à disposition pour répondre aux questions posées par les participants. Messieurs, la parole est à vous. Bonjour à tous. Merci à l'équipe du CREPSI pour son accueil. Merci à Madame Trine de nous accompagner dans cette démarche. Aujourd'hui, nous allons discuter autour de l'image de la schizophrénie et surtout sa stigmatisation dans notre société et dans le grand public. Nous allons voir aussi comment les patients en général réagissent et comment nous, Eric et moi-même, avons traversé cela. En espérant que l'image de cette pathologie évolue et donc le regard que l'on porte dessus s'améliore. Alors, en première partie, je vais vous expliquer mon parcours. Mon apparition de la maladie s'est faite au lycée après une forte consommation de cannabis. J'ai développé les symptômes de la maladie qu'est la schizophrénie. Après le lycée, effectué plusieurs échecs scolaires. J'ai tenté la faculté avec différentes orientations qui n'ont pas abouti à cause de ces symptômes qui sont arrivés à cette période. J'ai commencé à avoir des relations avec des personnes peu fréquentables dues à l'achat du cannabis, donc dealers et compagnie. J'ai effectué un voyage pathologique aussi à travers ces symptômes positifs de la maladie schizophrénie, où j'ai été en Angleterre avec très peu d'argent, où j'ai vécu limite en SDF pendant un mois. Donc ça a été très difficile. J'ai commencé à avoir émotionnellement beaucoup de détresse et cette détresse m'a poussé à demander de l'aide à mes parents. Et mes parents m'ont orienté bien sûr vers l'hôpital psychiatrique où j'ai fait ma première hospitalisation en 2003. Le premier traitement oral a été le Soliant, qui a été très difficile à prendre correctement, sachant les difficultés qu'on a quand on développe ces symptômes. La rechute de la maladie a été très rapide en 2004, même pas un an plus tard. Il s'en est suivi une nouvelle hospitalisation en 2005. Et cette fois-ci, j'ai eu un traitement qui, à l'époque, était révolutionnaire, qui a été la proposition de tester une injection de Risperdal Consta 50 mg tous les 15 jours. Cette proposition de traitement a été pour moi comme un miracle. Elle m'a permis le retour à une vie normale. Et avec l'arrêt du cannabis, ça m'a permis de diminuer tout de suite les symptômes positifs et retrouver un équilibre psychique. Ensuite, j'ai eu un travail en contrat aidé. Les contrats aidés, j'ai appris récemment que cela ne se faisait plus, mais à l'époque, on pouvait bénéficier de contrats aidés quand on était en travailleur handicapé. Et donc, j'ai fait assistant d'éducation dans un lycée. J'ai obtenu un logement pour personnes en situation de handicap psychique par le CAL, Comité Armentières d'aide au logement. La stabilisation a été vraiment concrète et m'a permis de reprendre des études d'aide-soignant. J'ai travaillé au CHU en tant que brancardier de 2009 à 2010. Mon rétablissement et le retour à une vie agréable m'ont permis un épanouissement et dans mon travail et dans ma vie personnelle.
et j'ai pu bénéficier par la suite d'une promotion professionnelle pour faire manipulateur radio. Et j'ai fait mes études entre 2010 et 2013. Mais le psychiatre avait entamé un processus de diminution de traitement. Cette diminution de traitement, c'est accompagné en fait en parallèle de retour des symptômes. J'ai diminué au début à 25 mg de Risperdal, qui a tout de suite entraîné le retour des symptômes, mais de façon lancinante. Et puis aussi un déni. Encore une fois, c'est ce qui est compliqué dans la maladie, le déni. Donc, j'ai retrouvé les symptômes progressivement. Et quand j'ai commencé à prendre le traitement par voie orale en 2017-2018, ça a été la catastrophe et la décompensation totale fin 2017, début 2018. Donc, j'ai été de nouveau hospitalisé avec l'hospitalisation de jour à l'hôpital des Quatre Chemins à Lille. Et j'ai eu une nouvelle injection qui a été le Xeplion 100 mg, cette fois tous les 4 semaines. Donc, c'est un peu plus confortable parce que le Risperdal, c'est tous les 15 jours. Et du coup, j'ai pu retourner à un rétablissement et une reprise de travail qui est prévue prochainement avec des petits soucis administratifs qu'on est en train de régler. Donc voilà. Donc, je vais donner la parole à Eric pour qu'il nous explique aussi son parcours. Merci Nicolas. Bonjour à tous. Je suis Eric, j'ai 40 ans et je suis devant vous aujourd'hui comme Nicolas pour témoigner, vous parler de la pathologie psychique et plus particulièrement de la discrimination qui en découle. Donc mon parcours. C'est à la fin d'une adolescence relativement heureuse que tout a débuté. De plus en plus mal dans ma peau, de plus en plus solitaire, j'entendais les gens se moquer de moi dans la rue. Cette sensation au début est vite devenue une certitude, avec des rires, des mots, puis des phrases à mon encontre. À l'époque, j'étais un très bon étudiant en BTS. J'ai alors voulu poursuivre mes études pour devenir ingénieur. J'ai opté pour une école par apprentissage. Le principe était de passer des périodes de cours et d'autres dans la même entreprise sur une durée de 3 ans. Mon enfermement n'a pas facilité les choses. Je n'ai pas réussi à m'intégrer ni à l'école, ni en entreprise. Les sarcasmes étaient eux aussi de plus en plus présents. Il est vite devenu impossible de me concentrer, étant perpétuellement agressé. Mes résultats scolaires étaient de plus en plus médiocres. Je vivais un enfer. Puis il y a eu un voyage en promotion en sport d'hiver. Moi qui pensais avoir vécu le pire, j'allais vivre la pire semaine de ma vie. Les insultes et les menaces étaient permanentes. Je ne dormais plus, ne mangeais plus, et étais victime d'un harcèlement continu sans aucun moment d'apaisement. Rien ne pouvait l'arrêter. Je me suis mis alors à parler seul, à répondre à mes harceleurs, moi qui m'étais tu toutes ces années. C'est alors que le peu d'amis qui me restaient ont compris et m'ont expliqué. Tout cela n'était pas réel. J'hallucinais. Je comprenais alors enfin pourquoi je ne voyais pas mes harceleurs parler. Toutes ces années, j'ai cherché à rationaliser, en pensant que les gens parlaient derrière les murs, ou sur des téléphones portables mis en haut-parleur. La situation restait critique. Il fallait que je me soigne de façon urgente. En rentrant du voyage, j'ai consulté mon médecin de famille, qui m'a orienté vers un CMP. J'ai eu un entretien avec un infirmier puis un psychiatre qui m'ont diagnostiqué schizophrène. Un mot qui n'avait aucun sens pour moi, mais qui allait faire partie du reste de ma vie. On m'a alors proposé l'hôpital psychiatrique, que j'ai refusé catégoriquement. On m'a donné alors mes premiers neuroleptiques, avec la consigne de rester 3 semaines chez moi, sans jamais rester seul. Après cette période, je suis retourné à mes études, mais n'avais plus à me concentrer. J'ai fini les 6 derniers mois qui me restaient, mais n'a pas été diplômé pour autant. À la fin de mes études, je restais sur mon canapé, sans rien faire, ou plutôt sans rien arriver à faire. En plein pragmatisme, qui est sans doute le symptôme le plus invalidant de la schizophrénie, les journées étaient d'une longueur interminable. Mon état se dégradait de plus en plus. Je n'arrivais même plus à me laver. Mes parents et moi avons compris qu'il me fallait des soins, mais n'acceptions pas l'idée de l'hospitalisation à plein temps. Par des relations, nous avons appris qu'il existait des hôpitaux psychiatriques de jour. J'ai alors commencé cette prise en charge, pas ravi d'aller chez les fous, en sortant d'une école d'ingénieur plein de prétentions et de certitudes. J'ai alors compris après quelques jours que mon état était quelquefois pire que certains d'entre eux. Je me suis ouvert à eux et à mes soins. Après 2 ans de prise en charge, je suis sorti de l'hôpital pour un bilan de compétences spécialisées en santé mentale, pour savoir où j'en étais de mes compétences et de mes anciennes prétentions. Je suis alors retourné à l'entreprise où j'ai fait mon apprentissage d'ingénieur. Moi, celui qu'on harcelait était accueilli chaleureusement.
J'ai alors mesuré combien je délirais pendant toute cette période de mon ancienne vie. Puis de plus en plus de responsabilités. Flatté, je ne comptais plus mes heures de travail. Malgré les avertissements de mes proches, je ne prenais plus ma maladie en compte et négligeais ma prise capitale de mes neuroleptiques. Ce qui devait arriver arriva, une nouvelle décompensation. Je suis retourné à l'hôpital de jour, juste pour avoir l'espérance d'une vie normale. Les psychiatres ont augmenté mon traitement en ajoutant de fortes doses anxiolytiques. Rien n'y faisait. Ma détresse restait toujours aussi puissante. J'ai alors changé de molécule, plus efficace, mais avec beaucoup de plus effets secondaires et surtout plus sédatifs. J'ai alors dû comprendre ce qui était impalpable pour moi, le handicap psychique. Il fallait que je prenne en compte pour ne plus rechuter. Mes ambitions ont alors encore dû diminuer. Je suis rentré dans un ESAT un peu particulier, dit hors les murs, qui place les usagers dans des entreprises ordinaires, avec des aménagements de poste et un suivi socio-éducatif et professionnel. Cela fait bientôt 7 ans que j'ai intégré cette structure et me sens pleinement satisfait de mon quotidien. Voilà ce que je voulais vous livrer sur mon historique pour vous inciter à reconsidérer la vision que l'on trouve souvent de la schizophrénie. Je vais passer à la définition de la discrimination. La définition de la discrimination que j'ai trouvée et qui correspond le plus pour moi aux maladies psychiques est celle-ci. Le fait de distinguer et de traiter différemment quelqu'un ou un groupe de personnes par rapport au reste de la collectivité en fonction des caractéristiques. Cette caractéristique est pour nous une maladie, déjà lourde à gérer, et qui n'est pas un choix individuel, mais une fatalité. D'où le sentiment particulier d'injustice qui est puissant par rapport à cette discrimination. Nous n'avons pas choisi volontairement une voie de marginalisation, mais nous nous sentons tout de même exclus, comme écartés d'une société qui a peur de nos différences. C'est pourquoi nous ne préférons pas assumer cette particularité en général. Cela a été un long travail sur moi-même avant de revendiquer mon droit à la différence due à la schizophrénie, que j'assume pleinement devant vous aujourd'hui. Je ne veux plus me cacher. Je n'ai rien fait pour tomber malade, bien au contraire. Je n'ai pas mérité cette image qui nous colle à la peau de personnes dangereuses ou d'inaptes à la vie sociale. Maintenant, Nicolas va nous parler de la mauvaise définition de la schizophrénie. Merci Eric. Alors, la mauvaise définition de la schizophrénie donne, pour la plupart du temps, une mauvaise image au grand public. Grosse confusion avec le dédoublement de personnalité, qui est une autre maladie mentale. Une majorité de personnes croient connaître les symptômes de la maladie, alors que non. Il existe un gros amalgame dans les médias et dans les expressions de la vie courante. Par exemple, il a 2 personnalités, il est totalement schizophrène. Extrêmement utilisé dans la vie courante, alors que ce n'est pas du tout la définition de la schizophrénie. Alors, en 6e partie, je vais vous parler de la peur de la psychiatrie. La psychiatrie a toujours fait peur à une majorité d'individus, moi y compris, avant d'être malade. J'avais souvenir d'un parent d'amis qui avait été hospitalisé en psychiatrie et j'ai eu l'image très négative de ce qui lui arrivait. J'avais la peur du fou comme dans l'inconscient collectif. Le fou est un marginal en dehors des repères culturels et sociaux bien convenus et des concepts de la folie. Donc, je vais vous expliquer maintenant la définition de la schizophrénie par rapport à mon vécu. Donc, la schizophrénie a été pour moi tout d'abord une crise de paranoïa progressive. Par exemple, les gens dans la rue où je pensais qu'ils parlaient de moi, les amis dans la faculté où j'étais suivi d'hallucinations auditives, j'avais l'impression d'entendre leur voix intérieure, jusqu'à la paralysie foudroyante par les voix sarcastiques. Ensuite, il y a eu de la tachypsychie. La tachypsychie, c'est-à-dire une activité cérébrale très importante, avec beaucoup d'idées, avec beaucoup de confusion importante. Mélanger plein de concepts et des choses très complexes. De plus, j'avais des transes avec les idées, portant même au paroxysme des pensées et des émotions. J'écrivais des centaines de pages par semaine avec toutes les idées qui me passaient par la tête au quotidien. Dans la schizophrénie, pour moi, c'est une perte de repère avec la réalité suite à une hyperactivation cérébrale, une grande nervosité, une irritabilité importante. Et après le traitement, nous avons souvent des ralentissements généraux qui est un résidu de la maladie. Ceci se stabilise pour diminuer progressivement
Avec l'observance du traitement, il est possible de retrouver une vie normale. J'en ai fait l'expérience presque 15 ans d'affilée. Maintenant, je vais donner la parole à Eric pour qu'il nous donne aussi sa définition de la schizophrénie. Merci Nicolas. Pour moi, la schizophrénie est avant tout une façon différente, plus que personnelle de vivre les choses. En effet, si chacun peut vivre dans son propre monde, cette personne partage tout de même un socle commun de réalité avec les autres. La schizophrénie est avant tout la perte de cette réalité. Ce décalage de perception provient des symptômes comme les hallucinations, les idées délirantes. L'accès à une réalité que j'appellerais partagée n'est plus possible, surtout en pleine décompensation. Il est impossible pour la personne souffrante de se rattacher à des faits réels, car il est impossible pour lui de séparer ce qui provient de son esprit et de ce qui est véridique. Mais la schizophrénie est aussi d'autres symptômes, comme l'apragmatisme, l'impossibilité de réaliser une tâche, ou l'incurie par exemple, l'impossibilité de prendre soin de soi. Alors je vais m'interroger, pourquoi une image violente des schizophrènes? Est-ce l'aspect du manque d'autocontrôle de la personne en plein délire? Est-ce que c'est la peur de se projeter dans la souffrance du malade? Si je parle de mon expérience personnelle, mes souffrances psychiques étaient tellement intenses et mon rapport à la réalité tellement dégradé que oui, je reconnais, j'aurais pu être dangereux, et plus pour moi-même que pour les autres. J'hallucinais et me sentais persécuté à tel point que la violence aurait pu être une solution. Par chance, j'ai compris à temps que j'étais malade. Je n'aurais pas pu vivre sans soin encore très longtemps d'ailleurs. Je me mets alors à la place des patients d'avant les progrès des neuroleptiques. Il m'est impossible alors de comprendre comment ces personnes pouvaient survivre à leurs maux. Leur comportement dû à des souffrances plus qu'extrêmes devait les rendre incontrôlables et sans doute potentiellement dangereux. Les choses ont changé depuis ce temps, mais les regards sur les maladies psychiques n'ont pas progressé aussi vite. C'est encore des vieilles images qui nous collent à la peau. Nicolas va maintenant nous parler de l'usage de la schizophrénie dans le cinéma et les médias. Merci Eric. Donc l'usage de la schizophrénie dans le cinéma et les médias, c'est souvent comme source de peur et de danger. L'exemple de séries ou de personnages dangereux avec des sensations, par exemple le Joker. Il y a beaucoup de films où les déviants sont schizophrènes. Beaucoup d'articles de journaux ou de reportages avec des mises en scène de tueurs schizophrènes. Cette maladie est associée au comportement étrange et donc effrayant pour le public. Rien que le nom de la maladie fait déjà peur à beaucoup de personnes. Et là, récemment, il y a 2 jours, je suis tombé sur une série sur Netflix qui s'appelle « Qui a tué Sarah ?» Et on peut voir toute cette stigmatisation de la maladie qu'est la schizophrénie, avec justement des attitudes qui font peur, un regard étrange, et vraiment toutes les caricatures. Et dans cette série, vous voyez toutes les caricatures, la stigmatisation de la schizophrénie. Alors, ensuite, je vais vous parler excusez-moi. Je vais donner la parole à Eric pour la maladie psychique qui n'est pas forcément une raison ou une excuse de la violence de l'être humain. Merci Nicolas. La maladie psychique fait peur aujourd'hui, c'est incontestable, mais pourquoi? Ça va être un peu provoquant. Tous les schizophrènes ne sont pas des tueurs et tous les tueurs ne sont pas malades. Il est clair que cela peut rassurer de mettre en cause la maladie psychiatrique pour expliquer l'inexplicable. Mais non, un terroriste n'est pas forcément atteint psychiquement. L'homme n'est pas forcément un être bon par nature. Il n'a pas toujours besoin d'une excuse pathologique pour faire le mal. D'où les questions. Où commence la maladie mentale? Comment un homme devient dangereux pour les autres? J'ai une seule certitude sur le sujet. La majorité des schizophrènes sont le plus souvent victimes de violences qu'auteurs de mal envers les autres. Il existe même un tabou entre patients, Nicolas, tu vas nous en parler. Oui, il existe entre patients un tabou plus important dans cette maladie qui est la schizophrénie. Par exemple, lors de mon hospitalisation en hôpital de jour, il y a un patient qui a eu une mauvaise réaction quand je lui ai annoncé ma pathologie. Cette réaction, ça a été un étonnement. Il me dit non, c'est pas normal qu'on t'ait dit schizophrène. Pour moi, tu as l'air tout à fait quelqu'un de stable, etc. Et j'ai vu alors que c'était une image qui se faisait de la schizophrénie et qui ne pouvait pas coller à ma personnalité, alors que j'avais tout à fait cette maladie. Je me souviens aussi d'un patient qui m'avait confié qu'il était schizophrène, mais qui ne voulait pas le dire aux autres,
dans l'ensemble de l'hôpital, il voulait cacher sa maladie. Ce tabou aussi sur les symptômes positifs, j'ai été carroché, j'ai fait n'importe quoi, j'ai honte de ce que j'ai fait. Beaucoup de patients ne préfèrent pas expliquer ce qu'ils ont vécu. Beaucoup de patients n'arrivent pas à en parler, même entre nous, les concernés. Peur du jugement, honte de ce qu'on a pu faire et honte de cette étiquette. Je vais donner la parole maintenant à Eric pour un changement de regard sur la maladie uniquement lorsqu'on est concerné. Ma propre vision sur le sujet, merci Nicolas, pardon. Ma propre vision sur le sujet a changé le jour où j'ai été concerné par la folie. Un fou était un fou. Eh bien non, ça m'est tombé dessus sans même me laisser de temps de comprendre. Une insulte dans la rue, puis un peu de moquerie, et ça finit par plus être vivable. En quelques années, j'étais harcelé au point de ne plus réussir à sortir. Je me disais, moi, c'est fou, c'est les autres. Puis vient la révélation. J'hallucine, oui, je suis fou. Puis je rentre dans le monde de la psychiatrie, encore plein de préjugés. Les autres étaient pires que moi. Puis j'ai compris rapidement que non, et que j'avais ma place parmi eux. Ils vendent d'eux-mêmes pour ma famille. Je me souviens que l'un de mes parents m'a dit « Tu n'entends pas des voix quand même ?» Eh bien oui, mince, on pensait à une dépression. Le mot schizophrène, ni est tombé. Nous avons alors tous été assommés. Ce mot me faisait peur, et ma représentation de cette maladie encore plus. Même prendre un couteau dans les mains me poussait à m'interroger. Suis-je un monstre? De quoi serais-je capable? Puis au fur et à mesure, nous avons compris. La représentation de cette pathologie, certes grave, n'est pas fondée. Mais il faudra se taire pour les voisins, pour trouver du travail et même dans le cercle familial. Nicolas va nous parler de l'image de la maladie à travers les cas les plus graves. Oui, alors merci Eric. L'image de cette maladie est souvent diffusée à travers les cas les plus graves. Certains patients ont peur que cette maladie les handicape définitivement, peuvent croire que leur vie n'a plus de sens et qu'il n'y a plus d'espoir. L'image de cette maladie comme très handicapante. Les exemples de réussite et d'insertion sont très peu médiatisés et très peu diffusés. La majorité des cas dont on parle, c'est les cas de délire et de décompensation qui étonnent et font peur. On parle surtout de cela car ça fait sensation. La schizophrénie intégrée et stabilisée, considérée comme invisible dans la population. Donc, on parle très, très peu de ces cas d'insertion des patients schizophrènes. Alors, je vais donner la parole à Eric pour les causes du rejet. Les causes du rejet, alors. Merci Nicolas. Je ne suis pas violent, c'est ma personnalité. Je comprends qu'un caractère plus affirmé que le mien peut devenir un risque pour la société. Mais surtout, et vraiment surtout, dans le premier épisode psychotique. Je ne cherche pas d'excuses, mais je pense par mon vécu en tant que schizophrène qu'il est possible de devenir dangereux. Cependant, très peu de personnes passent à l'acte. En revanche, les médias relatent les faits qui peuvent être d'une violence spectaculaire. Je pense que c'est cela qui marque le plus l'opinion publique. En revanche, je me permets de le répéter, l'être humain n'a pas besoin d'une pathologie psychique pour faire du mal à autrui. Quand je suis rentré en soins, ce qui m'a le plus impressionné, ce sont les comportements hors normes de mes compagnons de souffrance. Des personnes qui pleuraient ou qui riaient sans raison apparente, ou des personnes qui portaient les stigmates de leur automutilation. Cela fait peur et nécessite un effort de recul important. La folie n'est pas contagieuse, mais chacun peut marcher sur un fil entre démence et raison. Finalement, ces images de malades font peur, car elles peuvent toucher tout le monde. Le rejet des souffrants est un éloignement d'une possibilité d'être dans le même état qu'eux. Ce comportement découle d'un déphasage du malade avec le monde qui l'entoure. Il faut comprendre qu'une personne qui souffre de schizophrénie vit souvent dans son propre monde. Il est mis alors à l'écart, car il ne partage plus une réalité comme chacune des personnes non touchées. Il est alors compréhensible qu'une communication devienne impossible, car le malade ne partage plus le socle commun qui permet de dialoguer. Cela est un facteur important d'exclusion d'une personne en pleine décompensation. Nicolas va nous parler de l'image dévalorisante pour les patients. Merci Eric. Donc, beaucoup de patients taisent leur maladie pour ne pas se sentir infériorisés, diminués, ou pour pas qu'on leur prenne peur d'eux. L'image de la maladie qu'est la schizophrénie est tellement négative que les patients préfèrent mentir. Par exemple, moi-même, j'ai caché ma maladie dans le cercle professionnel pendant plus de 10 ans. Seuls mes proches et mes amis d'enfance, ma famille, étaient au courant pendant presque 15 ans.
des groupes entiers d'amis moins proches, tels que des collègues ou des relations d'amitié simples, et ont été dans le mensonge, ou des relations avec certaines femmes qui ne m'ont pas donné la confiance pour dire et expliquer mon parcours. Je ne voulais pas entacher les relations par cette annonce et l'image différente que ces personnes auraient eue de moi. Donc maintenant, je vais donner la parole à Eric pour Entre tabou et mensonge, pourquoi taire sa maladie, le poids coupable de nos mensonges pour pouvoir être accepté par les autres. Merci Nicolas. Il est plus simple de taire son mal, de mentir, même si cela fait courir les imaginations. Entre tabou et mensonge, il n'est pas facile de faire valoir ses propres difficultés et donc ses besoins. Le tabou est un poids, car il faut se contrôler, ne pas dire, ne pas parler sur ces aspects de notre vie. C'est alors un pan entier de notre vie à nier devant les autres. C'est paradoxal, je sais, je parle devant vous aujourd'hui en assumant pleinement et je ne le ferai pas forcément dans ma vie privée. Le poids de ces non-dits est parfois insupportable, comme le pire de vos mensonges. Il vous amène à des situations totalement improbables, comme rire de la santé mentale de quelqu'un ou encore blaguer sur la schizophrénie. Ces mensonges ont un prix, c'est celui du sentiment de culpabilité. Cette sensation a deux aspects pour moi. Le premier est de cacher une réalité sur sa vie. La maladie psychique a un impact sur de nombreux points de mon comportement. Mais, enfin, le second est le plus compliqué pour moi, c'est de se taire pour se faire accepter. Je vis cela comme une trahison par rapport à mes amis malades, qui n'ont pas eu la même chance que moi et qui restent sur un côté du chemin que j'ai réussi à prendre. Cela est sûr, il y a une part visible de ma schizophrénie, au moment par exemple où je ne réponds pas, quand je ne suis pas certain de ce que j'entends, si c'est une hallucination ou pas, ou encore quand mes fonctions cognitives me font défaut et qu'il m'est impossible de me concentrer. Ces exemples me gênent dans la vie quotidienne et restent inexpliqués pour les personnes de mon entourage. Choisir de se taire sur ces aspects de la maladie est compliqué pour moi, mais pourtant, pour les personnes qui me connaissent, voient sans doute les signes de mon décalage par rapport à mes comportements. Ma peur d'assumer le nom de la maladie m'interroge. Est-ce moi qui me mets à l'écart par rapport à une image que je préjuge, que les autres ont sur moi? Est-ce moi qui me mets à l'écart? Autrement, est-ce mon auto-stigmatisation qui me discrimine moi-même? Finalement, les gens que je fréquente ne me voient pas comme un fou dangereux et pourraient ouvrir leur esprit sur la psychiatrie par le fait que j'assume devant eux ce mot schizophrénie. Un facteur important aussi dont j'ai conscience est mon impression de discrimination et ma façon parfois déviante d'apporter ma relation à l'autre. Ayant des troubles que j'appellerais paranoïdes, avec de fortes hallucinations, je me positionne encore aujourd'hui et malgré de nombreux soins comme victime de moqueries. Cette impression parfois intense augmente mon ressenti d'être stigmatisé, même si j'arrive dans un effort à me raisonner sur ce point. Nicolas, tu vas nous parler dans la maladie mentale, il y a beaucoup à faire pour la schizophrénie. Merci Eric. Donc, de la maladie mentale, il y a beaucoup à faire pour la schizophrénie, car c'est elle qui a la plus mauvaise image dans notre société. Il y a beaucoup à faire dans la sensibilisation et dans l'information au grand public. En comparaison avec la dépression, qui est très connue et qui ne surprend personne, la schizophrénie fait encore peur à l'annonce. La bipolarité n'a pas non plus la même image, comme la série Homeland qui le montre, où une femme agent de la CIA est bipolaire et a un travail à responsabilité, et même une héroïne avec beaucoup de ressources et d'intelligence. Encore une fois, les médias donnent une image uniquement négative de la schizophrénie. On peut tout de même souligner un bon film, Un homme d'exception, sur l'histoire de John Nash, le mathématicien économiste qui a reçu le prix Nobel d'économie en 1994 et qui était atteint de schizophrénie. Pour conclure, je dirais qu'il y a beaucoup à faire pour que l'image de cette maladie évolue. Mieux définir, mieux expliquer, donner de bons exemples, donner des exemples d'intégration et de stabilisation. Il existe par exemple des discriminations fortes comme de noter sur un questionnaire pour le visa des États-Unis que vous êtes schizophrène. De ce fait, l'accès à certains pays peut vous être refusé uniquement à cause de votre maladie.
sans prendre en compte votre stabilisation et votre équilibre. Ceci était un exemple de discrimination, mais aussi dans l'embauche, dans les relations, dans les amitiés, voire même pour certains malades, dans le rejet et l'isolement. J'aime une phrase d'un ami qui travaille dans le handicap en nous disant qu'on parle de personnes en situation de handicap et lui ajoute personnes douées d'un handicap. Car ça nous donne une richesse d'expérience et une résilience plus grande qui est à valoriser et non à discriminer, en espérant que la société fasse un pas vers les patients en les acceptant. Je donne la parole à Eric pour sa conclusion. Alors, ces questions que je me pose souvent. Y a-t-il une place pour nous, les malades psychiques? Est-ce nous qui ne nous ont pas ou est-ce les autres qui nous rejettent? Je pense que oui. Nous avons une place dans la société, mais il faut oser la prendre. Un jour, peut-être, nous ne devrons plus cacher notre schizophrénie. Et c'est le sens du combat que nous menons. Et cela sera sans doute long. Un grand merci à vous deux. Ce fut intense. Oui. Merci beaucoup pour votre témoignage. Je me tourne vers Marine pour savoir s'il y a des questions. Alors, pour le moment, nous n'avons aucune question. N'hésitez pas, le chat est ouvert ainsi que le petit onglet Q&R où vous pouvez poser des questions de manière anonyme. Peut-être des questions pour Eric. Oui, je pense qu'a priori, vous pouvez peut-être, vous avez aussi pensé à certains aspects à évoquer. Je commence, Nicolas, ou tu commences? Oui, comme tu veux. Alors, Nicolas, as-tu eu des progrès dans le domaine d'intégration des personnes souffrant de schizophrénie depuis ta dernière décompensation? Alors, oui, tout à fait. Entre la prise en charge que j'ai pu avoir au début des années 2000, en 2003, 2005, lors de ma première et deuxième décompensation, et là, en 2018, lors de ma troisième décompensation, j'ai vu que la prise en charge des patients s'est améliorée. Par exemple, lorsque j'étais dans le conflit en 2003, où je ne voulais pas avoir les soins, on m'a quand même contentionné à un lit avec une grosse piqûre d'Advil qui a été violente pour moi parce que j'ai perdu connaissance et pendant 24 heures, j'étais inconscient. Alors que voilà, je sais qu'on a dû faire ma toilette, etc. Enfin, ça a été vraiment un traumatisme. Voilà, c'est des choses qui se font de moins en moins. On contentionne de moins en moins les patients. Il y a beaucoup plus de dialogue, beaucoup plus d'écoute. Et je dirais une chose, c'est que là, à l'hôpital de jour, j'ai été très agréablement surpris parce que c'est peut-être anodin pour certains, mais d'avoir des activités. Parce que j'avais été 2 fois hospitalisé en hôpital conventionnel et on ne faisait rien notre journée. On était à l'hôpital. Moi, je me rappelle que je fumais à longueur de journée des quantités astronomiques de cigarettes et je ne faisais rien de mes journées. J'avais de temps en temps, dans toute la semaine, un peu de dessin, un peu de poterie, mais c'était vraiment très, très peu. Alors que voilà, à l'hôpital de jour, on a des activités journalières tous les jours, matin, après-midi, etc. Et donc, du coup, je pense que c'est bien pour le suivi et c'est bien pour garder un certain rythme. Ça m'a beaucoup aidé. Oui, oui, enfin, c'est très important ce que vous dites là. Je pense qu'effectivement aussi, les soins ont beaucoup, si vous voulez, changé, comme vous avez dit, avec un grand souci, effectivement, de maintenir au maximum votre insertion, justement, dans la vie sociale de tous les jours, etc. Voilà. Donc, vous avez bien, effectivement, souligné ce point-là. Je pense qu'il y a peut-être certaines questions, Marine. Tout à fait. Oui. Alors, peut-être la première. Fréquentez-vous ou avez-vous fréquenté un groupe d'entraide mutuelle, d'IGEM? Pour ma part, non. Moi, j'ai fait la visite d'un GEM sur Lille, parce que j'habite Lille, et, sur Oisem. On a fait la visite, ça a été intéressant. Il y avait quelques activités qui m'intéressaient comme l'anglais, des cours d'anglais, même le jeu de cartes, en fait, jouer aux cartes en groupe, etc., ça pouvait être intéressant. Et en fait, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques mois, j'ai voulu y retourner pour m'inscrire avec un ami que j'ai rencontré à l'hôpital de jour. Et en fait, il faut savoir qu'aujourd'hui, avec les complications du Covid, c'est un peu laborieux
Il y a beaucoup d'activités qui ont dû disparaître. Donc, le GEM peut être très intéressant, mais là, je vous avouerai qu'avec le Covid, même pour les activités, même prendre un café, c'est parce qu'ils ont des restrictions sur le nombre de personnes, etc. Enfin, du coup, c'est un peu compliqué pour les GEM actuellement. Alors, une deuxième question. Qu'est-ce qui vous a donné envie de participer à ce webinaire et qu'est-ce qui vous a donné envie de témoigner sur votre parcours? Qui commence? Qu'est-ce qui m'a donné? Je pense qu'il y a vraiment du travail à faire pour que, notamment pour rejoindre le thème d'aujourd'hui sur la discrimination. Je voudrais que, en fait, les choses soient posées et qu'on ne soit plus obligé de venir devant vous, en fait, pour essayer de poser les choses, de dire non, nous ne sommes pas dangereux, nous sommes souffrants avant tout. Nous sommes quasiment normaux, sauf quand on décompense, et encore, ça arrive de moins en moins souvent avec les traitements et les progrès de suivi, en fait. Voilà ce qui m'amène devant vous aujourd'hui. C'est l'impression d'être mal perçu par certaines personnes. Mon but est aussi d'arrêter d'être dans l'entre-soi. Je ne sais pas combien de personnes vous êtes aujourd'hui, mais vous êtes tous intéressés par la psychiatrie. Et j'aimerais bien que la personne lambda s'intéresse aussi un petit peu à nous et remette en question ses idées préconçues sur notre état. Si je me permets de rajouter, Eric, vous avez toujours le souci aussi d'informer, diffuser. Aussi, c'est votre, voilà, votre but. Voilà. Donc, ça, je vous remercie beaucoup. Et Nicolas? Pour ma part, il y a beaucoup de choses que je te rejoins, Eric, hein, évidemment. Mais oui, c'est effectivement, je pense que, surtout, comme je l'ai dit dans une certaine partie, la schizophrénie en particulier a une mauvaise image. Moi, j'ai été très étonné là, sur la nouvelle série qui cartonne sur Netflix, Qui a tué Sarah. Quand j'ai vu le personnage schizophrène, je me suis dit, c'est pile ce qu'on est en train de traiter là, ce qu'on va parler demain. Enfin, j'ai regardé hier. Et je trouve que c'est dingue parce que c'est justement tout ce qu'il ne faut pas qui est encore véhiculé à travers une série qui est à grand public. Hein, c'est des millions de téléspectateurs. Et donc, je pense qu'il y a des millions de personnes qui vont se faire l'image des schizophrènes à travers cette série. Et ce n'est vraiment pas pour nous aider. Ça va être encore de la stigmatisation. Et donc, aujourd'hui, pourquoi je participe à cela? Voilà, vous avez votre réponse. Je pense qu'il faut donner un autre courant et que nous, les concernés, on parle de ce qu'est vraiment cette maladie et pas à travers ces mauvais exemples des médias. Quoi. Voilà, je rajouterais aussi, c'est ta fille. Oui. J'ai rajouté qu'il y a 2 semaines à Nantes, une personne schizophrène qui souffre de schizophrénie a poignardé une policière. Je me suis retrouvé devant l'écran en train de à moitié de pleurer parce que j'ai eu le nom de ma maladie sur le bandeau de l'écran pendant toute une journée des chaînes d'information. Ça m'a mis dans un état pas possible, honnêtement. Je suis encore assez ému aujourd'hui d'ailleurs. Je vis tous les jours avec cette maladie. Je me bats contre elle et en l'espace d'une journée, j'ai reçu tellement de méfiance des autres, de haine, par juste un mot, cette maladie qui s'est affichée devant moi en disant « cet homme peut être dangereux ». Je suis désolé, je ne suis pas dangereux. Je ne pense pas que Nicolas soit dangereux. Et c'est vraiment une souffrance supplémentaire à notre état, à mon avis. Vous avez raison, Eric. En fait, une infime partie, effectivement, peut avoir un comportement dangereux, mais beaucoup de personnes, effectivement, comme vous, sont plus victimes, effectivement, que agresseurs. Tout à fait. Merci, Eric et Nicolas. Alors, je continue avec les questions. Alors, il y avait la question de est-ce que vous faites souvent ce type de témoignage? Alors, moi, j'aurais envie de répondre d'inviter les personnes à voir les replays, puisqu'en effet, pour le CREPSI, vous avez déjà témoigné plusieurs fois. Alors, hormis le CREPSI, est-ce que vous avez témoigné? Alors, peut-être hors webinaire, peut-être plutôt autour de vous. Enfin, de quelle manière vous témoignez de manière générale sur la maladie? Moi, je pense qu'Eric, toi, ça fait un moment que tu t'es investi là-dedans. J'essaye de m'investir. Le temps des webinaires est à la mode parce qu'avec le Covid, mais le CREPSI m'a régulièrement invité à témoigner en conférence, par exemple. Je témoigne également aussi dans des ateliers qui s'appellent des ateliers ETP sur l'éducation thérapeutique des patients.
pour montrer l'importance du savoir dans la maladie, c'est-à-dire d'avoir des armes en fait pour lutter contre la schizophrénie en ayant des connaissances, par exemple. Voilà, et Nicolas nous a rejoint. Oui, je vais rejoindre. C'est ma deuxième participation au webinaire. Et j'avais fait une petite intervention une fois. C'était un colloque pour les professionnels de santé, surtout médecins et infirmiers, où j'avais expliqué mon expérience dans l'ETP, justement, comment j'avais vécu l'éducation thérapeutique du patient. Donc moi, je suis tout à fait partant pour des dialogues ouverts, pour de la communication et surtout sortir de cette stigmatisation, parce que c'est apporte préjudice principalement aux patients, quoi. Et aussi à l'entourage. C'est important aussi que l'entourage aussi en souffre. Tout à fait. Alors, je continue. Pouvez-vous dire pourquoi et en quoi on mélange la schizophrénie et le dédoublement de la personnalité? Docteur. Non, mais je pense que en fait, c'est un abus de langage. En fait, la schizophrénie, c'est la définition, en fait, a été totalement déformée par tout le monde, en fait, dans la vie courante. Il y a très récemment, là, il y a 4-5 jours, j'ai discuté avec un copain et il a utilisé le terme schizophrénie pour justement dire, en fait, il avait 2 travails. Donc il a 2 boulots en ce moment et il devait décrocher son téléphone et il dit je savais plus répondre à mon premier travail ou à mon deuxième. Il dit c'est totalement schizophrène. Et je dis bah tu vois tu fais aussi l'erreur. C'est pas schizophrène, c'est dédoublement de personnalité, c'est-à-dire se croire dans deux choses différentes. Et en fait même des amis proches, c'est un très très bon ami, ça fait 25 ans qu'on est amis et il fait aussi en me connaissant moi qui est schizophrène. Il fait aussi l'amalgame sur la définition de la schizophrénie. C'est sûr, il y a une méconnaissance de toute façon, effectivement, qui doit aussi jouer le rôle. Hein. Et puis probablement aussi, d'où aussi, entre guillemets, un abus de langage. Oui, c'est ça, un abus de langage. Tout à fait. Est-ce que vous avez des choses à ajouter sur le sujet, Dr Trine, ou je continue? Je pense que la parole est plus justement à Nicolas et à Eric. Hein. Ce qui est important, c'est votre vécu qui apporte le plus qu'une parole de ma part. Ça marche, je continue alors. Donc, la prise de substances illicites peut-elle engendrer la schizophrénie? Pour ma part, moi, je pense qu'une partie, je dirais pas 100% de ma décompensation, mais ma toute première décompensation à l'âge de 18-19 ans, pour moi, je pense qu'elle est fortement liée. Je consommais énormément de cannabis. Hein. Enfin, quand je dis énormément, c'est vraiment... on est à l'ordre de 15-20 joints par jour, et peut-être plus même en soirée festive, etc. C'est vraiment énorme. Et j'ai même la sensation, d'après mon vécu, que j'ai fait une semaine de congé de vacances où on est parti dans le sud à Troyes avec 2 amis et on avait énormément de cannabis et j'ai fait que fumer du cannabis toute la semaine et je pense que ma schizophrénie s'est déclenchée après cette semaine. Donc je pense que oui, ça peut être un facteur déclenchant. Après, il n'y a pas que ça. Je pense qu'il y a de la génétique, je pense qu'il y a d'autres facteurs qui peuvent... Mais le cannabis, en fait, si vous voulez, il y a un rapprochement parce que quand vous êtes sous effet du cannabis, vous êtes un peu paranoïaque, vous êtes un peu dans l'anxiété. Et en fait, ce qui est étrange, c'est quand vous continuez à avoir les symptômes du cannabis sans avoir fumé. Et en fait, moi, c'est comme ça que c'est déclenché. C'est-à-dire que j'avais des symptômes comme si j'avais fumé du cannabis alors que je n'avais pas fumé. Et après, ça s'est pérennisé et ça a développé des symptômes positifs. Oui, effectivement. Il y a comme vous dites, les toxiques, effectivement, si vous voulez, facilitent justement l'arrivée, en fait, effectivement, des symptômes. Probablement, il y a déjà une prédisposition. Voilà, c'est ça. Tout à fait. Je voudrais ajouter aussi que les souffrances comme de la schizophrénie appellent aussi à des comportements d'addiction, par exemple comme l'alcool, pour survivre à la souffrance qui est vraiment des fois insoutenable. Tout à fait. Alors, Nico, là, cette question est pour vous.
Est-il possible de revenir sur le voyage pathologique et l'errance vécue durant une période de votre vie? Comment avez-vous fait pour regagner votre secteur et obtenir de l'aide? Merci à vous. Bah, moi, c'était la pire expérience de ma vie, ce voyage pathologique. Donc, j'étais en pleine décompensation psychotique dans mon appartement. J'étais tout seul. J'avais croisé un couple d'Anglais avec un ami peu de temps avant et je me suis dit, faut que j'aille à Londres, faut que j'y aille. Et j'avais très peu d'argent parce que je vivais vraiment, j'avais pas de travail, j'avais arrêté mes études. Et j'ai pris, je crois que c'était quelque chose comme 30 euros, 25 euros. J'ai pu acheter un billet de train parce qu'il y avait une réduction. Et je suis arrivé en Angleterre sans argent. Et je me rappelle, je mangeais les restes des gens au Burger King. Je dormais dans la gare. J'ai dormi dehors. J'ai même, après, j'ai marché énormément. J'ai traversé Londres en long, en large et en travers. Et à un moment, j'ai même perdu connaissance en pleine nuit parce que j'avais marché sans manger pendant peut-être 2-3 jours. Et je me suis retrouvé à l'hôpital, pas au psychiatrique, mais à l'hôpital vraiment parce que j'étais tombé. Et moi, je pensais que j'allais mourir, hein, vraiment, parce que je n'avais pas mangé. J'étais tombé à terre, je m'étais cogné le crâne, j'avais du sang partout, etc. Et c'est quelqu'un qui m'a trouvé au sol dans un parc, qui a appelé les urgences. Et en fait, tout ça, il faut voir que c'était accompagné de voix. Donc j'avais mes voix qui me perturbaient et même qui étaient extrêmement violentes, comme si qu'il y avait un niveau dans la... qu'on passait des paliers. En fait, là, j'étais vraiment avec des voix extrêmement fortes, extrêmement prégnantes. Et au bout de 25-26 jours, je me suis dit, bah, mais en fait, faut que tu contactes quelqu'un. J'avais plus d'affaires, j'avais perdu mes 2 sacs. Enfin, vraiment, j'avais vécu en SDF dans la rue, etc. Et je me suis dit, mais il faut que tu contactes quelqu'un en France. Tu peux pas rester au bout de 25 ou 26 jours quand même. Hein. J'étais resté 26 jours comme ça. Et j'ai demandé une pièce, un pound à quelqu'un dans la rue qui a bien voulu me dépanner en expliquant que je devais appeler. Et j'avais encore de mémoire le numéro d'un de mes meilleurs amis. J'ai appelé Damien en disant Damien, je suis à Londres, je suis en galère, j'ai pas de thunes, je peux pas rentrer, je sais pas quoi faire et tout. Et en fait, mon ami a pris le premier train et est venu me chercher. Et en fait, ça a été un déclic parce que quand je suis revenu, ma mère est venue me chercher à la gare avec Damien. Enfin, elle est venue me chercher, j'étais avec Damien. Et en fait, je me suis dit, faut que je suis en détresse, il faut que je me fasse soigner, quoi. Et donc, comment j'ai été pris en charge, c'est qu'en fait, j'ai frôlé la mort là-bas, puis j'étais tellement dans une souffrance psychique énorme. Je me sentais mal, c'est horrible, hein, c'est comme un cauchemar en fait. Hein. Et en fait, du coup, là, on se rend compte qu'il nous faut de l'aide, quoi. Donc ça passe par les parents parce que spontanément, enfin moi, je me suis tourné spontanément vers mes parents. Et donc oui, hospitalisation et reprise de traitement, etc. Enfin voilà. Donc, voilà ce que je peux expliquer sur ce voyage pathologique. Ouais. Merci Nicolas. Je vous en prie. Alors, je crois que c'est... Ah ben non, il y a d'autres questions qui arrivent. Donc, existe-t-il des journées de sensibilisation au niveau territorial concernant cette maladie? Alors, peut-être que moi, je peux répondre pour le CREPSI. Donc, le CREPSI, donc le Centre de ressources sur le handicap psychique Hauts-de-France, organise en effet des sensibilisations. Alors, sur le handicap psychique, donc la sensibilisation n'est pas fléchée sur la schizophrénie. Après, vous pouvez tout à fait nous interpeller pour vous inscrire sur des sessions qui sont organisées sur les différents territoires des Hauts-de-France ou sur nos antennes, donc à Los et à Amiens, où vous trouvez toutes les informations sur le site internet. J'essaierai de vous mettre là le lien d'ici quelques minutes pour que vous retrouviez toutes les informations. Mais en tout cas, spécifiques sur la schizophrénie, nous n'en organisons pas, hormis ces temps un peu de webinaire. Après, n'hésitez pas aussi à vous inscrire sur notre newsletter où nous relayons aussi les informations des partenaires.
qui organisent peut-être ce type de journée ou d'événement. Oui. Je vais rajouter peut-être à ce moment-là, s'il y a des formations aussi organisées par le CREPSI, et il y a donc en fait une thématique justement sur voilà, les troubles psychiques. Donc c'est aussi possible. Vous pouvez aussi tout à fait accéder au catalogue de formation qui se trouve aussi sur le site du CREPSI. Oui, j'essaie de vous mettre ça d'ici quelques minutes dans le chat. Alors, il y a pas mal de remerciements. Alors, une question qui est: quelles sont ces voix que vous entendez? Des messages clairs ou des brouhahas? Je pense tous les deux, vous pourriez à ce moment-là apporter votre expérience. Vas-y, je t'en prie, Annick. Je n'arrive pas vraiment à définir parce que entendre des voix, moi, elles ont été claires, des mots clairs, mais à tel point que je ne savais pas si c'est la réalité. Et au jour d'aujourd'hui, quand je suis fatigué et que j'entends du brouhaha, il y a toujours une résurgence d'un mot qui vient dans ma tête, en fait. Par exemple, tout à l'heure, j'étais dans la rue, une jeune dame passe, j'étais fatigué et stressé par l'événement, bien sûr. Et j'entends « il est chelou ». La dame passe, même pas un regard, je me dis « mais bon sang, est-ce que j'hallucine? Est-ce que c'est vrai ?» Ce qui me fait le plus souffrir, c'est de me poser la question finalement, honnêtement. Mais il y a du brouhaha, oui, il y a des mots clairs, mais je sais que je peux halluciner, mais des fois, je suis en difficulté par rapport à la réalité de ce que je vis. Oui. On sent une grande souffrance de quelqu'un par rapport à cela. Oui. Et en même temps, c'est aussi ce qui permet aussi de vous raccrocher aussi à la réalité. Voilà. Mais ça demande beaucoup d'énergie. C'est se poser la question. Oui. C'est pour ça aussi que le premier épisode psychotique est le plus douloureux finalement, parce il faut qu'on arrive, Nicolas, en une nouvelle lutte. Il faut qu'on arrive à dire que c'est possible d'entendre des voix à des jeunes hommes, des jeunes femmes qui ont 18, 19 ans et qui perdent pied complètement et qui sont dans des extrêmes pour, pour réussir à accéder aux soins, en fait. Mais savoir que l'on peut halluciner à 18, 19 ans, c'est un avantage énorme contre la schizophrénie. Je le pense honnêtement. Je te laisse la parole. Ouais. Pour ma part, quand je suis en état de psychose totale et que soit j'ai pas de traitement, en fait moi dès que j'ai pas de traitement, ça y est, hein, j'entends des voix tout de suite, etc. Et je sais que ça commence souvent par exemple, vous écoutez une chanson et dans la chanson, il y a moi j'écoute beaucoup de musique anglo-saxonne. Et ben, je vais croire qu'il y a des mots qui me sont destinés dans les paroles, par exemple. Ou je vais regarder la télévision, je vais croire que le téléspectateur, enfin le spectateur ou le présentateur parle de moi indirectement. Et en fait, du coup, les voix, c'est ça. Et après, c'est comme de la télépathie. Je vais croire que je vais entendre les pensées des autres. Et en fait, je vais entendre des choses et je vais croire que c'est leurs pensées. Et donc, du coup, c'est un peu bizarre parce que, déjà, parce que je pense que c'est pas possible. Donc, d'entendre les pensées des autres. Et j'entends des choses claires. C'est pas du brouhaha, c'est des mots. Par exemple, je me souviens très bien de ma cousine. J'entendais des insultes de ma cousine me concernant, alors que des fois, c'était même à distance, alors qu'elle n'était pas là. Et j'entendais clairement la voix de ma cousine m'insulter. Clairement, avec des mots clairs, précis. C'était pas du brouhaha. Merci. Alors, y a-t-il d'autres déclencheurs que le cannabis? Ça fait référence à la question de tout à l'heure sur les potentiels déclenchements de la maladie. Je pense que tous les psychotiques sont pas bons. Hein. Je pense que quand on parle de drogue dure, si vous prenez de l'ecstasy, du LSD, des champignons, etc. Enfin, toutes les drogues festives, je pense que c'est pas bon hein, dans tous les cas. Je ne sais pas si j'ai bien compris la question, mais je voudrais juste ajouter que il n'y a pas que le cannabis qui déclenche la schizophrénie. Non.
Il y a aussi le stress, un mal-être. Je pense que même sans consommer, on peut tomber malade. Je pense qu'en fait, il y a déjà un mal-être qui s'installe progressivement, sans peut-être même que vous puissiez vous rendre compte. Bien sûr. Puis après, effectivement, comme vous dites, Eric, c'est un tout. Il y a effectivement un événement, un stress, un trauma, chronique, un traumatisme, enfin, voilà, et qui fait que après, effectivement, à ce moment-là, ça devient en fait un moment aigu. Et effectivement, on a remarqué que ce moment-là aigu, alors qu'effectivement, on n'a pas fait attention de ce qui se passait tout avant. D'où l'importance effectivement d'un travail de prévention aussi, comme vous disiez, des jeunes adolescents, des jeunes adultes. L'important, c'est effectivement de faire attention à eux. Et de connaître, de savoir que c'est possible d'halluciner, par exemple. Alors, vous parlez de souffrance. Arrivez-vous à avoir des moments de plaisir, de bien-être, ne pas être constamment dans l'appréhension des phases plus difficiles de la maladie? Tu veux prendre la parole? Ouais. En fait, évidemment, qu'on a des phases de bien-être. Me concernant, quand je suis stable, on a fait un webinaire au mois de mars sur le rétablissement. Quand on est en période de rétablissement, c'est-à-dire avec un traitement qui marche, quand on n'a plus de symptômes positifs, quand les symptômes négatifs, donc négatifs, c'est-à-dire apragmatisme, plus goût, plus l'envie, plus etc. Et quand ça diminue et qu'on retrouve un certain dynamisme, personnellement, pendant 10 ans, j'ai été très épanoui. Quand j'ai eu mon Risperdal Consta en 2005, de 2008 à 2018, j'ai eu une vie normale. Donc, évidemment, et même épanoui. J'étais heureux, j'avais tout ce qu'il fallait, j'avais un travail, j'étais équilibré, j'avais des activités, beaucoup d'amis. J'avais une vie tout à fait classique. Et épanouie. Donc oui, évidemment qu'on peut avoir des moments de bien-être. Mais avec ce qu'on a parlé la dernière fois, le rétablissement et la stabilisation dans la maladie. C'est sûr que quand on est en pleine période psychotique, c'est très compliqué. Oui. Alors, je pense que c'est peut-être important que vous puissiez peut-être redonner la définition du rétablissement. Eric? Le rétablissement, pour moi, c'est une qualité de vie. On entend beaucoup de choses. Et tout le monde s'approprie le mot, en fait, et malheureusement, ça perd un peu en sens. Mais pour ma part, mon rétablissement, c'est la qualité de ma vie. En fait. La qualité actuelle, car je pense que je suis rétabli. Voilà. Donc l'idée, c'est effectivement que la maladie ne disparaît pas. Tout à fait. Voilà, totalement. C'est qu'on vit avec effectivement les symptômes. Et d'un autre côté, vous avez effectivement une qualité de vie qui est bien meilleure. De part déjà aussi parce que vous pouvez travailler, vous avez une vie, voilà, vous avez de l'entourage, vous avez des liens. C'est ça qui est important. Alors, est-ce que vous avez des moments de plaisir, de bien-être? Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose de On n'est pas malade 100% du temps. C'est juste qu'il faut avaler ces petites pilules tous les soirs. Moi, je prends du Leponex, par exemple. Il faut une hygiène de vie qui est assez importante. Je ne peux pas faire la fête tous les soirs comme je voudrais, mais comme tout le monde d'ailleurs. Mais le poids des neuroleptiques est important quand même, il faut reconnaître. Mais j'ai du plaisir à vivre, oui, c'est vrai. Alors là, il y a une question pour vous, Dr Trine. Est-il possible d'avoir une définition distinctive entre la schizophrénie et la paraphénie? Alors, j'aurais bien aimé effectivement répondre en sachant que ce n'est pas le thème de la journée. Et en plus, mon souhait, c'est quand même mettre au devant effectivement Nicolas et Eric dans le webinaire. Je ne fais que l'animatrice. À la limite, si je peux répondre à côté de manière, si vous voulez, peut-être plus personnalisée. Je vous remercie. Ouais. N'hésitez pas de fait à peut-être recontacter le Dr Trine en contactant le standard du CREPSI pour cette question-là plus précise. Voilà. Merci de votre compréhension.
Comment se manifeste le retour à la réalité après avoir entendu ces voix? Est-ce un mot, un geste? Merci beaucoup. Bah, pour ma part, c'est pas comme ça que ça. Enfin, c'est pas un mot, un geste qui va nous faire revenir à la réalité. Ce qui est dur, en fait, enfin, je trouve ça dur, moi, dans cette maladie, c'est que, en fait, vous êtes en plein délire psychique. Donc, vous êtes, comme je vous ai expliqué dans ma définition, en tachypsychie. Donc, vous réfléchissez beaucoup. Vous avez des. Bah, le film Un homme d'exception le montre très bien, en fait, avec John Nash qui fait des bouffées délirantes aiguës, où il fait de la parano sur les services secrets, etc. Donc, il écrit tout sur ses murs. Vous êtes dans un monde, et d'un coup, les neuroleptiques sont donnés, et souvent à forte dose. Et donc, c'est comme si c'était brutal. D'un coup, on arrête tout ça. Enfin, moi, c'est vraiment brutal. Et dès que j'ai pris les neuroleptiques, ça s'arrête net. Mais par contre, comme c'est beaucoup de neuroleptiques d'un coup, vous tombez dans les symptômes négatifs brutalement aussi. Vous passez d'un état extrêmement actif mentalement à un ralentissement hyper important psychique et moteur. Et en fait, c'est le médicament qui fait cet effet. Et comment vous avez justement ressenti, comment ça a été pour vous? Bah, le début est très difficile parce que quand ça crée un vide, parce que d'un coup, vous étiez plein d'idées, vous étiez hyper. Souvent, en fait, c'est bizarre à dire, hein, mais souvent, vous êtes très dynamique et très nerveux. Donc, ça crée une force. Et puis, d'un coup, vous êtes affaibli, ralenti, et comme si que vous étiez vidé, en fait, plus de force, plus d'énergie. C'est une période difficile, cette transition. Et le retour, comme vous dites, à la réalité, c'est juste on vous arrête les symptômes positifs. On vous arrête les hallucinations, on vous arrête la paranoïa, on vous arrête votre tachypsychie par le traitement. Et donc voilà, c'est un retour qui est un peu brutal, mais c'est un retour dans le sens, la maladie est encore là dans les symptômes négatifs. Est-ce que comment ça a été pour vous d'accepter justement ce passage? C'est pas évident, hein, c'est pas évident. C'est de la souffrance encore, hein, parce qu'il y a encore la maladie qui est là, mais avec les symptômes négatifs. Et donc vous souffrez de. C'est comme une mini-dépression, comme je sais pas je sais pas si tu serais d'accord avec cette définition, Eric. C'est comme une mini-dépression d'un coup. Je suis entièrement d'accord avec toi. Parce que quand j'étais dans ma première décompensation, j'avais une telle intensité de vie, même si c'est de la souffrance. Ouais, c'est ça. Quand tout s'arrête d'un coup, on sent vide. Ouais. C'est pas forcément la fatigue, on est vide, on était rempli d'idées, on était rempli de choses. Et puis le retour à la réalité, pour moi, c'est le doute. Ouais. J'ai 40 ans, je suis tombé malade vers 20 ans, ça fait 20 ans. 20 ans que je me dis, est-ce que là, c'est vrai? Je ne pense pas que malgré tous les soins, j'ai eu beaucoup de soins, pas forcément médicamenteux, mais je m'interrogerai toujours sur la réalité. Je suis heureux, hein, ça va, hein, mais il faut reconnaître qu'il y aura toujours un doute dans ma vie à cause de ces 2 décompensations. Et je te rejoins sur l'intensité des choses. Quand on est malade, en décompensation, on n'est pas Superman, mais on se sent fort aussi. C'est grisant. Ouais, on se sent fort, on se sent plein. Ouais, tout à fait. Ouais. Et quand tout chute d'un coup, hop, il n'y a plus rien, quoi. On n'est plus quelqu'un d'important finalement. Si tout le monde nous regardait en disant on existe un peu moins. Ouais. Bon. Ouais, je pense qu'il y a une période de latence où c'est comme en fait, dans la bipolarité, il y a la phase maniaque et puis la phase dépressive. Je pense que dans la schizophrénie, il y a la phase délire et la phase aussi un peu dépressive. C'est un peu pareil, sauf que nous, on est dans le délire. La deuxième décompensation a été accompagnée d'une dépression très sévère. Bah voilà. Et je reconnais, c'est pas du tout la même chose pour la dépression. La dépression est vraiment très, très, très douloureuse. Il
il faut le prendre en compte. Et quand on mélange les deux, ça fait un mélange pas terrible d'ailleurs. Ce qui rajoute effectivement encore une image de vous encore plus négative, en plus déjà de la vision de l'extérieur. Oui, tout à fait. Je ne sais pas si ça arrive fréquemment ou pas, Pardon? cette dépression des personnes. Oui, ça arrive. Fréquemment. Ça arrive, oui. Oui, ça arrive. Mais qui effectivement peut s'expliquer d'une part, comme vous dites déjà, à ce bascule entre ce qui est brutal. la richesse des voix, etc., à un vide, comme vous dites. Voilà. Effectivement. Alors, vivez-vous dans un logement autonome? Si oui, comment cela se passe-t-il? Êtes-vous accompagné dans le logement? Qui commence? Moi, ça fait. J'ai eu en 2006 un logement pour personnes en situation de handicap psychique, mais ce n'était pas avec un accompagnement spécifique ou quoi que ce soit, c'était juste que c'était le CAL, donc le comité Armand-Tirois d'aide au logement, qui nous faisait bénéficier à des prix très attractifs, donc beaucoup moins cher. Je me rappelle, je payais 450 € pour quasiment 70 mètres carrés dans un logement neuf qui était refait à neuf. Donc, c'est des prix, plus l'APL, etc. Donc, je payais vraiment pas beaucoup. Et après, j'ai vécu à Lille, où c'est mon appartement depuis 10 ans. Et j'ai rien de spécifique à ma maladie. Hein. C'est un logement dans une résidence classique, normale, quoi. Pour vous, Eric? Pour ma part, je commence à emménager là cette année, à 40 ans. Et c'est un grand pas. C'est un beau projet, oui. Oui, tout à fait, c'est un grand pas. Ah oui, c'est un beau projet. Voilà. Alors, je vais regrouper les questions. Pourriez-vous expliquer les causes de vos décompensations? Et donc, qu'est-ce qui fait qu'il y ait des périodes de décompensation? Est-ce dû à l'arrêt du traitement ou à un moment donné, une accoutumance au traitement? Merci. Moi, c'est clair, hein, si j'arrête mon traitement, voire même juste le diminuer, mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les symptômes sont insidieux, en fait. C'est petit à petit que la maladie, elle revient. C'est pas brutalement, du jour au lendemain, on est psychotique, on entend des voix, on repart dans l'extrême. Non, c'est petit à petit. Moi, j'avais diminué de moitié mon traitement. Et je commençais à avoir des trucs un peu bizarres, commençais à avoir des petites hallucinations, à faire des petites paranoïas, à faire des petites choses un peu bizarres. Et en fait, en continuant de diminuer, ça fait effet inverse. En fait, on diminue le traitement et la maladie augmente, quoi. Donc voilà. Cette période de décompensation, elle est due à l'arrêt du traitement, quoi. Clairement, pour moi, c'est ça. Eric? Je dirais que ma deuxième décompensation était une manque d'observance de mes neuroleptiques. Un petit message pour nos amis qui prennent des neuroleptiques. Quand vous ne le prenez pas pendant une fois par semaine parce que vous faites la fête, à la fin de l'année, ça fait 1 mois et demi. Faut faire attention. Voilà. Merci pour vos conseils. C'est comme ça que j'ai appris qu'il fallait que je les prenne correctement. Alors, avez-vous des outils ou techniques de compensation pour vous aider dans le quotidien? Est-ce que vous avez des aides à domicile? Des choses, c'est ça? Des aides? Oui, je pense que c'est ça. Alors, moi, j'ai pas d'aide à domicile, j'ai pas de... quand j'étais à Armentières, j'ai eu... c'est pas une assistante sociale, enfin un travailleur social, mais c'était pas une assistante sociale qui est venue m'aider à trier mes papiers, à ranger mes papiers et à m'organiser un petit peu mieux. À Lille, non, parce que j'étais travailleur, j'avais mon travail au CHU, donc j'ai pas eu d'aide. Voilà, sinon, non, ça a été très ponctuel, en fait, des aides très ponctuelles. Après, des assistantes sociales, mais j'ai eu l'assistante sociale du CMP d'Armentières qui m'avait trouvé mon contrat aidé de surveillant. Puis après, mon infirmier
l'infirmier en psychiatrie qui est venu plusieurs fois chez moi me rendre visite parce que voilà, quoi, il fait le suivi, quoi. Sinon, non, il n'y a pas eu d'aide particulière. Moi, j'ai un soutien de mon employeur, donc les athétiques, avec un suivi socio-éducatif et un suivi professionnel. Je sais qu'en cas de difficulté, il suffit que je décroche mon téléphone et j'ai quelqu'un tout de suite qui m'aide. C'est vraiment appréciable pour moi. Je pense que c'est une question de personnes, indépendance, besoin d'aide. On n'a pas tous les mêmes besoins, finalement. Oui, bien sûr. Ouais. Alors ça, c'est des questions auxquelles on a déjà un petit peu répondu. Oui. Pensez-vous qu'il existe une situation, un événement qui peut déclencher cette maladie? Y a-t-il un facteur héréditaire? Donc, si vous pouviez synthétiser très rapidement ce que vous aviez dit tout à l'heure sur… La consommation de psychotropes, de facteurs génétiques. De toxiques. Toxiques. Oui, la psychotrope, c'est le traitement. Pardon. de toxiques, consommation de toxiques, pardon. Tout ce qui est aussi choc émotionnel, facteurs génétiques, enfin, ce qu'on a dit tout à l'heure, en fait. En résumé, je pense que c'est ça. Si tu as rajouté peut-être, Eric Non, je n'ai pas grand-chose à rajouter. Pour moi, c'était le stress à la première et un manque d'observance à la deuxième. Oui, manque d'observance. Facteur héréditaire, je n'ai pas de connaissance dans ma famille qui a des troubles de schizophrénie. Voilà. Alors, à quel âge peuvent apparaître les premiers symptômes? Quels symptômes? Comment l'entourage peut les repérer dans l'idée de pouvoir intervenir, prévenir? Souvent, c'est comme nous, entre 18 et 20 ans, c'est le plus courant. Les premiers symptômes arrivent vers cet âge-là. C'est le classique dans la schizophrénie. Quels sont les symptômes? En fait, ce qui est compliqué, c'est qu'on en a parlé aussi au dernier webinaire, c'est qu'on est dans le déni. Donc, moi, je le cachais, en fait, mes symptômes. Quand j'entendais des voix que j'ai envie d'hurler contre mes voix, je le faisais cacher dans ma chambre ou je le faisais cacher dans mon appartement sans que personne ne le voie. Sinon, c'est des choses qu'on cache. On essaie d'avoir toujours un comportement le plus normal. Donc, je pense que c'est la personne en situation de handicap qui doit souvent faire le premier pas pour dire voilà, je suis malade et j'ai besoin d'aide. Je ne sais pas ce que tu en penses. Mais... Je suis entièrement d'accord avec toi. Et je rebondis un peu là-dessus, c'est qu'il n'y a vraiment aucune prévention sur la schizophrénie. Et c'est vraiment malheureux. La question peut se poser, effectivement, comment sensibiliser aussi l'entourage. Vous voyez déjà, oui, tout à fait. Voilà, il y a aussi bien, effectivement, d'entrer à la prévention dont vous parlez, aussi, effectivement, des jeunes adolescents et des jeunes adultes, et puis aussi dans l'entourage. Donc, pour cela, si on peut en parler quand même, c'est par rapport peut-être à l'UNAFAM pour la famille. Oui. Alors, en effet, pour les familles, fratries, amis, il y a une association donc, qui s'appelle l'UNAFAM. Je vous mettrai les coordonnées, pareil, dans le chat juste après. Donc, l'UNAFAM propose des groupes de parole à destination des familles, propose également des formations, de mémoire aussi quelques séjours de répit. En tout cas, voilà, en fonction des territoires, certaines choses sont proposées. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec eux pour en savoir plus. En tout cas, il y en a sur tous les départements. Je me permets peut-être aussi de rajouter, il y a récemment un site internet qui s'appelle le JEF-Psy, J-E-F Psy, ça veut dire Jeune Enfant Fratrie Psy, qui en fait est destiné justement de 11 à 25 ans, c'est-à-dire un jeune qui a un membre de sa famille qui souffre de troubles psychiques et qui pourrait effectivement aller chercher des réponses à ces questionnements, pouvoir aussi en fait, parler aussi aux autres jeunes dans leur âge. Voilà, donc c'est des échanges, des infos. Ça pourrait effectivement peut-être aussi, si vous voulez, apporter une pierre à l'édifice dans le travail aussi de la prévention et de la sensibilisation. Alors, la dernière question que j'ai pour le moment,
qu'est-ce qui vous a donné envie de vous battre contre cette maladie? Tu veux que je me lance ou... Vas-y, vas-y. Ouais. En fait, c'est marrant parce que moi, les métaphores guerrières, j'en ai parlé avec un ami, les métaphores guerrières, c'est pas forcément ce qui me plaît le plus. J'aime pas trop la guerre, je suis plutôt un pacificateur qu'un guerrier. Je dirais plus que c'est les étapes qu'on avait expliquées aussi, c'est ne pas être dans le déni, d'accepter qu'on a cette maladie. Et en fait, ce que je me souhaite, c'est pas quelque chose d'exceptionnel, c'est comme tout à chacun. Je me souhaite d'être heureux et épanoui, en fait, tout simplement. Et donc, c'est ça qui me donne du courage et de la volonté, parce que j'ai envie de vivre au mieux ma vie et être le plus heureux et épanoui possible, en acceptant que je suis malade. Vous avez le droit. Et j'ai le droit, tout à fait. C'est important. Ouais. Bah, je trouve que tu as vraiment raison. La vie est belle et il faut se battre. Oui, c'est ça, c'est ça. Voilà. Alors, je n'ai plus de questions pour le moment. Est-ce que voilà, vous en avez d'autres? Ah ben voilà, il y en a une qui revient. Quels conseils pourriez-vous donner aux professionnels pour accompagner les personnes souffrant de schizophrénie? Nicolas, Eric? Quel conseil? Ça dépend du professionnel, ce qu'il veut faire en fait. C'est un professionnel médical ou social ou... Un infirmier. Vous, de votre position de personne concernée, Oui. qu'est-ce que vous auriez aimé effectivement déjà que le professionnel vous apporte? Je pense que c'est important ça aussi. Moi, je sais pas. Ouais, c'est ce que j'ai trouvé à l'hôpital de jour des 4 chemins à Lille, où en fait, il y a quelque chose qui m'avait beaucoup étonné, parce que je ne l'avais pas trouvé à mes premières hospitalisations. C'est en fait, l'hôpital de jour, on vit entre guillemets en communauté, avec tous les patients qui vivent ensemble avec des temps communs et des temps d'activité. Et dans les temps communs, c'est-à-dire, par exemple, après manger le midi ou des choses comme ça, si on n'était pas bien ou si on avait, même le matin en arrivant, on ne se sentait pas très bien, on pouvait demander à parler à un infirmier et il nous faisait des mini-entretiens parce qu'on avait besoin de parler. Et je me souviens qu'au début que je suis arrivé à l'hôpital de jour, j'étais dans la confusion entre délire psychotique et puis burn-out au travail, parce que mon travail me stressait beaucoup. Et j'avais besoin de parler de mon travail, ça me préoccupait beaucoup. Et je me souviens que j'ai été voir une infirmière et tout, et je lui ai dit, voilà, je suis inquiet pour mon travail, j'ai pas envie d'y retourner, je pense que ça va mal se passer, etc. Et le fait juste de verbaliser et d'avoir une écoute m'a fait beaucoup de bien, en fait. Donc je pense qu'on a besoin d'écoute et de dialogue un peu plus que la normale, quoi. C'est ce que je dirais. Oui, et en vous écoutant, on évalue aussi vos besoins, notamment par rapport à votre souci de travail. C'est là où effectivement l'orientation, par exemple, vers un assistant social ou pour éducateur. aussi vous aider effectivement à faire les démarches qu'il faut. Oui, tout à fait. Ouais. Et vous, Eric? Pour l'accompagnement social. Alors, il y a en effet l'accompagnement social, des professionnels du social et des professionnels de l'emploi. D'accord. Quel conseil pourriez-vous donner? Pardon? L'emploi. Oui, l'emploi avec les ZAD, par exemple. En fait, les ZAD où je travaille dépendent de l'EPSM. Donc, les personnes ont été assez bien formées aux troubles schizophréniques. Quel conseil à adopter? Je pense qu'il faut être très patient pour créer un dialogue. Parce que c'est pas gagné d'avance. Ça dépend de la personnalité aussi de la personne. Mais je pense aussi que c'est résurgent aussi de la schizophrénie, ce fait d'être en retrait et d'avoir du mal à rentrer en contact. Et après, je pense que pour la personne concernée, essayer de trouver le moyen de dire ses besoins, c'est très important aussi, je pense. De verbaliser. De verbaliser ses besoins. Oui, tout à fait. Et on n'y arrive pas toujours. Il faut vraiment avoir une relation de confiance qui est... Voilà, c'est ça. C'est la relation de confiance pour moi. Et pour les professionnels de l'emploi,
Je dirais pour ma part, j'ai eu besoin de médiation entre mon entreprise d'accueil et l'ESAT, en fait. C'est un ESAT hors les murs qui place ses usagers dans des entreprises ordinaires. Et je n'arriverai pas encore, au jour d'aujourd'hui, après 7-8 ans, de me séparer de cette possibilité de médiation, à la fois qui me rassure et qui rassure aussi l'entreprise qui m'accueille. Je ne sais pas si... Voilà. L'histoire, c'est la confiance, à mon avis. Oui, tout à fait. C'est un peu le travail du job coach, en fait, que vous avez, c'est ça? Oui, tout à fait. Voilà. C'est un responsable d'insertion professionnelle. Voilà. Alors, il y a la question de votre vie sentimentale, si vous le permettez. Après, si c'est trop indiscret, vous pouvez aussi très bien dire que vous ne souhaitez pas répondre à la question. C'est quoi la question? C'était justement, je pense savoir un peu, est-ce que peut-être la pathologie, donc la schizophrénie, influence sur peut-être votre vie sentimentale? Je pense que c'est ça. Je crois que vous en avez parlé un tout petit peu, Nicolas, tout à l'heure. Est-ce que vous souhaitez revenir dessus ou pas? Enfin, voilà, libre. Oui, j'en ai parlé sur une partie où, quand on parlait avec aussi à parler du mensonge, c'est-à-dire cacher sa maladie. Donc, dans la vie sentimentale, moi, j'ai eu des relations avec certaines femmes où clairement, je me sentais pas de le dire. Je n'étais pas assez en confiance pour dire que j'étais schizophrène. Et j'ai eu un vécu aussi où ça s'est mal passé. Quand je l'ai dit, en fait, je vais expliquer. Donc, j'étais en couple avec une femme et on était en période de vacances. Et j'étais chez elle et je lui dis, il faut que je passe chez moi. Et en fait, elle me dit, mais je ne comprends pas pourquoi tu dois rentrer chez toi. Donc, on était un mardi et je faisais mon injection tous les 15 jours. C'était le jour de mon injection. Donc, mon infirmière allait passer chez moi. Je dis, non, mais cherche pas, je dois passer, je reviens juste après. Et en fait, il y a eu un blocage parce qu'elle ne comprenait pas pourquoi je devais m'absenter 1 heure pour aller chez moi et revenir. Et donc, je me suis dit, je vais te le dire, voilà. Alors, à l'époque, je ne disais pas que j'étais schizophrène, je disais, j'ai eu un délire psychique, j'ai entendu des voix, etc. Et tout. J'ai été faire mon injection. Quand je suis revenu, j'ai retrouvé ma copine dans le canapé en train de pleurer toutes les larmes de son corps, en étant hyper triste. Et ça a cassé la relation. Et on n'a jamais réussi à recoller les morceaux après ça. En plus, c'est quelqu'un qui est psychologue, donc pour le coup, je pense que c'est un peu compliqué aussi vu sa profession. Et du coup, j'ai pas réussi à coller. Donc en fait, après, ça n'empêche pas que certaines femmes dans ma vie, je pense à Céline, je pense à Julie, c'est des personnes à qui quand j'ai eu la relation de confiance dès le début et qu'on s'est confié très rapidement et que ça se passait bien, je l'ai dit tout de suite. Et c'est des personnes qui sont encore dans ma vie maintenant amicalement parce qu'on a eu une relation de qualité et la relation de qualité a permis... moi, je pense que quand on a un partenaire de vie, c'est la personne la plus proche de soi et l'idéal, c'est quand même qu'on puisse se confier en toute transparence et en toute... moi, c'est ce qui me rend le plus heureux, quoi. Voilà, donc j'ai eu 2 femmes dans ma vie avec qui ça a été possible. Et je leur remercie encore aujourd'hui parce que c'est des discussions qu'on a encore aujourd'hui sur la maladie et sur comment je vais, etc. Et je leur remercie d'avoir. Je suis vraiment heureux d'avoir rencontré des femmes de qualité humaine qui ont permis de la toute transparence avec elles, quoi. Merci pour votre beau témoignage. Je vous en prie. Alors, selon vous, comment un professionnel peut aider une personne en rupture de soins à revenir vers le soin? Qu'est-ce que vous auriez besoin quand vous étiez justement en rupture de soins? Je pense que... La rupture de soins, c'est très compliqué. C'est vraiment, je pense, au déni. Hein, on en a beaucoup parlé à l'ancien webinaire, mais le déni dans cette maladie. Et en plus, on peut faire un déni à son premier épisode psychotique, à son deuxième, à son troisième, et retrouver un déni à chaque fois qu'on fait un épisode psychotique. Donc, ça ne nous aide pas. Moi, j'ai refait un déni au 3e épisode psychotique. Pourtant, on se dit, mais vous avez l'expérience, vous devez savoir avec l'expérience, vous dire, là, je suis en... Mais je pense que voilà, le déni peut revenir à chaque fois.
Est-ce que Eric, vous souhaitez ajouter quelque chose? En rupture de soins, je pense qu'il faut être apporter très doucement la preuve, de mettre l'évidence du délire, en fait. Et ça, pour moi, il faut que ça se passe très dans la douceur, en fait. Il faut faire ça, sinon ça fait des violences qui peuvent être traumatisantes pour nous, déjà. Et puis ça peut avoir des réponses qui sont un peu aussi violentes. Ouais. Alors après, moi ça va être bizarre ce que je vais dire, mais je suis pour l'hospitalisation en demande d'un tiers. L'hospitalisation obligée du patient, parce qu'en fait, on est quand même dans un état de souffrance tellement important qu'il faut nous soigner. Et donc, si vous êtes un proche et que vous vous dites il faut qu'il se fasse soigner et tout, vous pouvez faire une hospitalisation en demande d'un tiers, donc ça va l'obliger à être hospitalisé. Moi, ce qui m'est arrivé, j'ai été à ma deuxième décompensation, c'est les infirmiers qui sont venus me chercher chez moi, et en fait, je regrette pas du tout. Il fallait me déloger, il fallait venir me chercher, et c'est une très bonne chose, et ma mère a eu tout à fait raison de le faire. Et donc, s'il y a une rupture de soins et que vous savez que la personne est schizophrène en état de souffrance, etc., vous pouvez faire appel à l'HDT, quoi. Et pour moi, qui suis un patient, ça paraît bizarre de dire ça en tant que patient, mais moi, en tout cas, ça m'a aidé, quoi. Même si on m'a obligé, quoi. Chaque vécu est unique, hein. Chaque vécu est unique, oui, j'ai l'impression, je pense. Oui, non, c'est important, c'est important de le souligner. Alors, oui. Je voudrais ajouter que le problème de la schizophrénie, c'est que par moment, on n'est pas soi-même. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est important à comprendre. Et du coup, on dépend des autres pour finalement se rattacher au réel, finalement. C'est ça qui est assez compliqué, parce qu'est-ce qu'à ce moment-là, on perd nos droits, peut-être, notre autonomie? On a des droits, mais est-ce qu'on a les mêmes droits en étant, par exemple, parti en hospitalisation forcée? C'est assez compliqué. Mais il existe des initiatives comme les directives anticipées qui commencent à prendre jour et qui n'ont pas de valeur légale pour l'instant. Vous en parlez un peu plus? Les directives anticipées, c'est un papier, un carnet où on note ses volontés quand on décompense, c'est-à-dire quand on perd la raison une nouvelle fois. Voilà. Qu'est-ce que vous auriez aimé que ça se passe à ce moment-là? C'est ça? Qu'est-ce que vous auriez aimé que quand vous décompensez? Ben oui, voilà. Tout à fait. Par exemple, le choix du traitement, dire, pour moi, on a deux destins différents. Je voudrais ne pas être injecté, par exemple. Et je ne pourrais pas être avec des trop contentionnés ou encore trop avec de la benzodiazépine, qui est pour moi un des pires médicaments, peut-être parce qu'il est le plus agréable, qui entraîne. On en parle très peu, et c'est dommage. Mais bon, les directives anticipées, c'est ça. C'est dire on ne sera plus capable d'assurer la défense de nos droits, donc on le met sur le papier pour que si quelqu'un... pour faire respecter les droits, dans la mesure compliqué à expliquer. Dans la mesure du possible, on respecte vos demandes. Tout à fait. Voilà. C'est ça. Je ne connaissais pas, c'est intéressant. Il y a un GPS qui commence à sortir en ce moment. Alors, le GPS, moi, ça me parle. Oui. Il y a aussi un plan de crise conjoint. Oui, c'est ça. Je crois que c'est fait par le Psycom. Je me permettrai de le mettre, je pense, en lien aussi pour que les participants puissent en savoir un petit peu plus sur ce que c'est. D'ailleurs, les CISM vont porter sur ce sujet-là. Oui, c'est ça. Les semaines d'information sur la santé mentale vont porter sur le droit des usagers en psychiatrie. Alors, peut-être les deux dernières questions avant de se quitter. Alors, je pense que cette première ira assez rapidement. Avez-vous trouvé le gène provoquant la maladie? Alors, je pense que ça fait partie encore du domaine de la recherche. Bon, ça rejoint un petit peu à la question tout à l'heure du facteur héréditaire.
Alors, voilà, il y a effectivement un facteur génétique, mais effectivement, pour l'instant, il n'y a pas encore, je ne pense pas, si vous voulez, que celui-ci soit retrouvé, si ce n'est qu'il y a des observations, effectivement, que s'il y a des jumeaux homozygotes, effectivement, s'il y en a un qui présente des troubles psychiatriques, l'autre jumeau pourra avoir entre guillemets j'ai pas de chance et de risque d'en avoir. Voilà, plus qu'effectivement quand ce sont des jumeaux, ce qu'on appelle hétérozygotes, c'est 2 œufs différents. Voilà, ils sont effectivement dans le domaine de la recherche. Je rajouterais qu'en psychiatrie, tout n'est pas génétique. Il y a aussi malheureusement l'âme qui est atteinte. C'est pour ça l'importance aussi des psychothérapies et des psychanalyses aussi. Oui, psychanalyse, psychothérapie, tout à fait. Alors, et la dernière question, alors, j'avoue ne pas avoir trop compris, peut-être vous pourrez m'éclairer. Un agent d'accueil d'une collectivité qui reçoit une personne en situation de trouble sans savoir de quel trouble il s'agit, autre que dépendance alcoolique, je pense, vous conseillez quoi? Donc, peut-être pour une personne qui est en agent d'accueil, qui reçoit une personne, voilà, on va dire, avec peut-être des troubles du comportement, autre qu'en effet la dépendance alcoolique, quel conseil donneriez-vous sans doute à l'agent d'accueil? C'est comme ça que j'entends la question. Alors, je ne sais pas si, messieurs, vous avez une réponse ou quelque chose à en signifier. La question, c'est sur la dépendance à un toxique. Alors, je pense que c'est la conduite à tenir pour l'agent qui accueille quelqu'un qui est en difficulté psychique. Je pense que c'est un peu ça. Oui, voilà. C'est comme ça que j'entends la question. Je ne veux pas être désagréable avec monsieur ou madame qui pose la question, mais il me semble qu'elle est un petit peu discriminante. Oui. On n'est pas des fous dangereux. On peut être exalté, mais en général, la majorité des schizophrènes, qui représentent 1% de la population, sont calmes. Maintenant, une personne en crise, oui, c'est vrai qu'il faut prendre un peu de douceur et ne pas monter dans les tours parce que ça ne sert à rien. Ça ne pourra que provoquer des... Oui. Alors, je me permets aussi qu'effectivement, c'est peut-être pas non plus dans le thème de la journée, mais en tout cas, si je peux vous donner une piste, il y a possibilité effectivement aussi de mieux peut-être aussi vous former. Et il y a une formation sur mieux comprendre pour mieux accompagner. Ça pourra peut-être aussi vous donner quelques réponses voilà, à votre question. Voilà, alors moi de mon côté, je n'ai plus de questions. Ouais, ok. Donc la personne nous remercie de la réponse. D'accord. De fait, je ne sais pas si Nicolas, Eric, vous est-ce que j'ai autre chose à rajouter? Oui. Ouais, j'aimerais bien rajouter quand même on a discuté au téléphone avec Eric. On parle aujourd'hui de la stigmatisation et il faut savoir qu'en Corée du Sud et au Japon, il y a des groupes de patients qui ont voté le changement de nom de schizophrénie. En fait, ils trouvaient que justement porter le mot schizophrénie comme étant sa maladie, c'était discriminant. Et du coup, ils ont inventé un terme qui s'appelle le trouble de l'harmonie pour expliquer ce qu'ils avaient comme pathologie. C'est très joli. Donc, trouble de l'harmonie qui est du coup voté en Corée du Sud et au Japon. D'accord. Si je peux même rajouter, il y a aussi en fait son collaborateur de l'Organisation mondiale de la santé qui se trouve justement sur la région lilloise, qui est en train aussi de travailler, si vous voulez, en ce sens-là. D'accord. Voilà. Est-ce que vous souhaitez rajouter autre chose? Je voulais vous remercier de votre attention. Bien, en tout cas, ce fut une journée riche dans l'enseignement, intense en interaction et aussi, surtout, porteuse d'espoir. Merci à vous en tant que participants pour votre présence active, pour votre soutien chaleureux. Et puis, Nicolas, Eric, soyez remerciés de votre implication, engagement et investissement.
Donc, aussi en vue de promouvoir la parole de l'usager et faire passer aussi un message de tolérance et d'espoir pour que le vivre ensemble, entre guillemets, devienne un jour une réalité et non un mythe, si je peux me permettre. Voilà, nous espérons que ces ressentis sont partagés avec vous tous. Donc, un grand merci à toutes et à tous. C'est au plaisir de vous retrouver à l'occasion d'autres événements du CREPSI, notamment celui à venir, si on peut à ce moment-là en parler, dans le cadre des semaines d'information de santé mentale qui se dérouleront du 4 au 17 octobre 2021 sur le thème de « Pour ma santé mentale, respectons mes droits ». À bientôt. Au revoir. Au revoir, merci. Merci.